Bonjour à tous. 7 mois que je ne me suis pas installé derrière cet établi, que je ne me suis pas installé dans cet atelier pour vous dire bonjour à tous. Alors, je ne vais pas revenir longuement sur ces 7 mois. Ça, c'est juste que voilà, la famille Mamias, elle avait envie de voyager. Moi, j'avais envie d'offrir ce moment à mes enfants. J'avais envie de prendre du temps pour faire de l'escalade avec ma femme. Tous ces moments, on les a eus. On a eu même un bonus, 2 mois confinés dans le camping-car, 2 mois où on n'a pas bougé, on avait, j'ai envie de dire, les fesses posées dans la prairie au milieu de la montagne, 2 mois à réfléchir et je considère ça comme un cadeau. Voilà, aujourd'hui je suis de retour dans l'atelier tout simplement parce que j'ai fait un énorme ménage, un énorme rangement. Il faut bien comprendre que l'atelier il est fermé, il est en sous-sol de la maison et que durant ces 7 mois, la maison, elle était louée et donc on y avait mis ici dans l'atelier toutes nos affaires personnelles pendant que le reste de la maison était accessible. Donc là, après 3 semaines à rattraper pas mal de travail, des tonnes de mails, des choses comme ça, je me suis décidé à venir finir ce rangement. Les cartons étaient montés mais il restait tout un tas de petits bazars. À venir finir ce rangement, à venir trouver une place à pas mal de petits nouveaux. Ceux qui sont attentifs, vous aurez peut-être repéré les petits nouveaux. On pourrait faire un jeu chercher l'erreur entre 2 photos. Donc trouver de la place pour les petits nouveaux, réorganiser la lumière, réorganiser un petit peu les différents espaces, tant en termes de prise de vue qu'en termes de travail. Et ça va me donner un thème pour la suite de la vidéo. Je vous en parle à la fin. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser son atelier, son espace de travail, que l'on ait à peu près 55 mètres carrés comme moi ou que l'on en ait 20. Je vous partage 2-3 petites clés un peu plus tard dans la vidéo, mais avant j'ai envie de vous présenter le programme de cette nouvelle saison qui commence. Pour ceux qui débarqueraient aujourd'hui pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Samuel Mamias et je suis un ex-prof de maths. Alors, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci, on oublie les maths, de temps en temps un peu de géométrie, mais vraiment rien de compliqué. Je suis ici parce que j'adore partager avec vous mes réalisations de menuiserie. L'aventure, elle a commencé en 2013 et il y a eu une sorte de fuite en avant au niveau de la chaîne. Je m'explique. J'aime relever des défis. Autant pour la vidéo. J'ai envie que les vidéos soient de plus en plus jolies, avec des images de plus en plus belles, des vidéos de plus en plus longues, essayer de capter la musique, etc. C'est de plus en plus compliqué. Je vais également me lancer des défis sur tout ce qui est, j'ai envie de dire, réalisation. Allez voir par exemple les différents assemblages que j'ai pu faire. Je vous mets des playlists à chaque fois ici. Donc une playlist assemblage avec des jolies choses. Le maillet qui est là par exemple en fait partie. Donc il faut que ça soit toujours un petit peu plus compliqué que la semaine d'avant. Des réalisations qui deviennent colossales. Allez voir la playlist sur l'escalier. Bref, je pense pouvoir dire que j'aime bouffer du défi et même j'en mange tous les matins au petit déjeuner. Et avec cette fuite en avant, quelque part, j'ai perdu mon fil conducteur. Ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime le plus, j'ai envie de dire presque cette mission de partage que j'essaye de faire vivre ici sur la chaîne, c'est de vous donner envie de faire des copeaux. Alors moi, je fais mon chemin à un certain rythme, mais tout le monde n'a pas forcément le même rythme. Et j'ai envie de recaler avec l'amateur qui a besoin de revenir sur les techniques de base, avec le bricoleur qui a évolué en menuisier amateur avec de l'outil électroportatif, sans pour autant renier ce qui me fait super plaisir, des belles vidéos, des réalisations défis, des choses où je vais devoir me sortir les tripes. Bon, c'est bien beau de faire le constat de ce qui ne fonctionne pas maintenant, reste à moi quelque part en tirer les conclusions et ça va être le renouveau de cette nouvelle saison ici 2020-2021. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir vous rendre service en collant à vos besoins. Alors les besoins, c'est simple, vous avez qu'à me les exprimer dans les commentaires. Et derrière, l'idée, c'est de produire du contenu avec différentes approches. Je reste le menuisier polyvalent que je suis, qui aime utiliser des ciseaux à bois, des outils à main de manière générale, qui aime utiliser l'électroportatif et faire des montages usinage. Mais je reste également le menuisier qui a des belles machines professionnelles et qui a envie d'avoir des techniques efficaces. Donc, faites-moi part de vos besoins dans les commentaires et puis moi j'y répondrai avec une approche, 2 approches, 3 approches sous forme de petites vidéos qui vont se vouloir simples mais pédagogiques. Une autre chose que j'ai envie de développer, c'est
d'arrêter de couper la caméra quand j'ai des moments de désespoir, quand j'ai des moments où il y a des choses qui ne fonctionnent pas, quand j'ai pas voulu organiser mon travail et puis que il me manque un bout de bois. Et il y a des moments comme ça où il faut que j'arrête d'avoir le réflexe d'éteindre la caméra. On en a discuté avec René qui est derrière cet axe-là. Et puis voilà, il faut que lui de son côté il continue à tourner. Il faut que moi de mon côté j'accepte de livrer à chaud ce qui ne va pas et qu'on ait 5 minutes de l'atelier, caméra à l'épaule, de voir le Sam qui n'est pas content, qui part dans un coin, qui va récupérer son bout de bois, qui va faire ça et dire « Ah purée, c'est reparti ». Ça, je pense qu'il faut vous le montrer. Une fois de plus, pour les mêmes raisons qu'au départ. C'est-à-dire, c'est bien gentil, Sam, de te lever, de te lancer des défis, etc. C'est bien gentil de montrer une belle image lisse, mais ouais, ça m'arrive plus d'une fois de pousser un coup de gueule. Je ne suis plus prof de maths, j'ai le droit de montrer ça. Toujours en lien avec mon ancien métier, quand on est prof de maths, assis derrière son bureau ou debout au tableau, peu importe, on se doit à une certaine réserve. On ne va pas donner son opinion, on ne va pas donner son avis. Et quelque part, cette déformation professionnelle, je l'ai emmenée avec moi ici dans l'atelier. Sauf que c'est idiot. J'ai un avis très prononcé sur ce rabot, j'ai un autre avis très prononcé sur un autre qui est au fond du tiroir, que vous avez déjà vu en vidéo, mais j'ai sorti qu'une fois. Pourquoi est-ce que je ne vous le dirai pas Pourquoi est-ce que je ne vous donnerai pas, pour moi, les 3 outils juste indispensables, ceux avec lesquels j'ai commencé il y a presque 20 ans quand j'ai fait mes premières queues d'aronde. Pourquoi pas également vous parler du bois? Quels sont les 3 bois que je préfère utiliser? Comment on les reconnaît? Quelles sont leurs caractéristiques? Pourquoi est-ce que j'aime les utiliser? Oser donner son point de vue, tout simplement. Si vous me suivez, je me retrouve avec des vidéos de techniques simples pour répondre à vos besoins. Je me retrouve avec des vidéos où j'ose montrer quelque part l'envers du décor, comment ça se passe, les moments d'énervement, les moments où on met en place la lumière, des choses comme ça. On se retrouve avec des techniques ou des vidéos où moi je vais vous donner mon point de vue, mais pour autant je ne vais pas renier ce qui fait mon plaisir. Je suis là pour partager une passion, donc quelque chose qui m'anime. Je vais continuer à faire des jolies vidéos sur des jolis assemblages, à essayer de me lancer des défis, ce qui m'a fait grandir d'un point de vue professionnel et puis d'un point de vue habileté manuelle. Ouvrez grand vos yeux, l'atelier vous ne le verrez pas rangé comme ça aussi souvent, il n'y a rien qui traîne. C'est aussi ça qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo et de vous livrer 2-3 petites clés sur l'organisation et comment on pouvait optimiser notre espace. Il n'y a pas que ça. Je vais faire du teasing, lâcher un secret de Polichinelle. Le prochain hors-série du Bouvet va parler des ateliers. Alors ceux qui sont abonnés au Bouvet depuis longtemps, comme moi, 1, c'est une excellente idée. 2, vous savez qu'il y a déjà eu 2 hors-série sur les ateliers. Moi, ça m'a vraiment permis de développer le mien, ça m'a permis d'organiser le mien, ces hors-série, j'avais trouvé ça fabuleux. Et quand Hugues m'a demandé, il y a 7 mois maintenant, c'était avant le départ en voyage, donc ça doit même plutôt faire 8 mois, Sam, est-ce que tu veux bien participer? J'ai un peu hésité, et puis bon, retour aux sources, le Bouvet, ça fait quand même partie de la famille qui m'a structuré dans mes apprentissages. Quand il m'a demandé ça, je me suis dit, bon allez, ok, c'est parti. Sauf que je ne me voyais pas vous faire simplement, alors regardez, ici je range mes gabarits, là j'ai mon store, ça me permet de filtrer la lumière, là j'ai mes outils à main, là, enfin, je ne me voyais pas vous faire un simple tour de l'atelier avec tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien, pourquoi ça fonctionne, ça ne me convenait pas. Je reviens à mes travers, j'ai besoin d'expliquer les choses, j'ai ce besoin, c'est fondamental d'expliquer les choses. Et donc ce fameux hors-série du Bouvet, sans tout dévoiler, vous allez découvrir dedans, au travers de la présentation de mes différents ateliers, vous allez y découvrir de la méthodologie. J'ai envie de vous apprendre à développer votre propre atelier pour qu'il soit bien organisé. Et là, je profite qu'on y respire bien, que tout est propre, qu'il faut que ça brille, c'est ça ? Faut que c'est propre, voilà, faut que c'est propre. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube, c'est un gars qui construit sa GT40 et c'est son dicton, faut que c'est propre. Alors je ne suis pas du tout passionné de mécanique, mais ce qu'il fait, c'est juste génial. Bon, je m'égare. J'avais envie de vous livrer donc 2 ou 3 clés, ouais, on va dire 3 clés sur l'organisation de l'atelier. Il y en a une première qui a été pour moi une véritable révélation parce qu'on n'a jamais assez de place dans l'atelier. Je pense que là, on va être tous d'accord. Mon premier atelier, il faisait 25 mètres carrés, je n'avais pas assez de place.
Celui avant que je bascule sur les machines Felder, c'est à peu près 50 mètres carrés, je n'avais pas assez de place. J'ai repoussé les murs ici, j'ai mis les machines Felder pour avoir 2 machines séparées. J'ai toujours pas assez de place. Je veux dire, c'est une constante, on n'a jamais assez de serre-joints, on n'a jamais assez de place. Alors, il y a quand même un truc qui est un fil conducteur dans ma manière de m'organiser, c'est que j'ai à portée de main ce qui va me servir tout le temps. J'ai à portée de main mes rabots. J'ai à portée de main mes gabarits pour travailler électroportatif. J'ai à portée de main mon évier avec de quoi affûter. Pourquoi? Parce que ça, je le fais 4 fois par jour, 5 fois par jour. Ça va, tout ce qui va être fait plusieurs fois par jour est juste à portée de main. Alors, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question. Est-ce que vous avez votre carrelette, oui, le truc pour découper le carrelage, sous le plateau de votre établi? Si c'est le cas, je ne suis pas certain que vous soyez dans la bonne chaîne YouTube. Je vous propose d'aller vous abonner à la chaîne d'Éric Le Carreleur. Ou même à côté, si vous avez votre coupe-tube, votre lampe à souder, peut-être qu'il faudrait envisager de vous abonner à la chaîne de Laurent Jacquet. Tout ça pour dire que, voilà, à portée de main ici, j'ouvre un tiroir, je sors mon tranché, je sors un crayon, je sors une équerre, j'ai ce qu'il me faut pour tracer. Et tracer, je vais le faire 10 fois dans la journée au cours d'une réalisation. Donc, c'est extrêmement important. Et au contraire, tout ce dont on n'a pas besoin, ici, des choses qui vont être rangées, un boulon de mécanique, autant vous dire que je ne m'en sers pas souvent. Ce boulon de mécanique, il est derrière, il est dans l'atelier. J'ai une remise. Alors, elle est organisée, ma remise. J'ai différents étagères, j'ai différents rangements, mais mon boulon, voilà, il est là, il m'attend dans son magnifique pot de confiture. Si vous regardez juste au-dessus, j'ai des gabarits. Il est magnifique ce gabarit. Oui, c'est mon ellipsographe. Vous l'avez vu, je vous mets un petit lien au-dessus, vous pourrez aller voir ça. Mais pour autant, ce gabarit, je ne vais pas m'en servir tous les jours. Donc, je n'ai pas besoin qu'il soit juste à côté de moi. Et là, on va avoir les produits de finition, on va avoir du stock de bois. Toutes ces petites choses qui ne vont pas me servir quotidiennement, je les éloigne du cœur de l'atelier. Mon stock de bois, mes chutes, je vais venir les chercher ici. Ce n'est pas parfait comme organisation, mais d'un autre côté, le stock de bois, je ne vais pas y venir 5 fois par jour. Donc ça, c'est pour moi un principe absolument essentiel en termes d'organisation de vos différentes zones de travail. Pensez à laisser à côté de vous ce qui va vous servir le plus souvent. Si vous faites ça, que vous remettez dans une mezzanine, que vous remettez dans un abri de jardin, la carrelette, la lampe à souder, les choses qui ne vont pas vous servir souvent parce que le cœur de votre passion, c'est la menuiserie, ça marcherait pour un plombier qui voudrait s'organiser autrement. Si le plombier il a sa défonceuse sous son établi, je ne suis pas certain qu'il soit bien organisé. Voilà pour un premier principe. Mettez à proximité tout ce qui va vous servir le plus souvent. Une autre clé que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est l'organisation du flux de production. Alors là, on est tout de suite dans l'idée d'une production industrielle avec une chaîne de production, des choses comme ça. Cette notion, c'est quelque chose que j'avais découvert dans le tout premier hors-série du Bouvet, justement. C'est Sylvian qui détaillait ça et il partait de l'idée de on rentre du bois, on fait le débit, on fait le corroyage, on fait des tracés, on fait des assemblages, etc. Et donc, on se retrouve avec une chaîne de production qui est linéaire et que dans un atelier, j'allais dire établi, dans un atelier idéal, cette chaîne, elle est linéaire, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. On sait très très bien que dans un atelier, même si le mien est plutôt vaste et plutôt bien organisé, c'est juste pas possible. Il avait également proposé l'idée de courber cette chaîne de production. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller bien plus loin. Alors, je ne vais pas tout détailler ce que je vais dire dans l'atelier, mais vous allez pouvoir commencer à faire vos propres réflexions. Ça veut dire qu'au moment où vous allez lire l'article, vous aurez déjà avancé, vous aurez déjà un petit bagage et vous irez plus loin. L'idée, c'est d'avoir une réflexion sur les différentes zones de votre atelier et les organiser les unes par rapport aux autres. Je me suis placé au cours de cet article avec l'idée d'avoir une pièce de bois qui va rentrer dans l'atelier, qui va subir les différentes étapes d'usinage. Alors, c'est sûr que la pièce de bois, si elle va faire un panneau, ne va pas être la même que si c'est un montant qui va recevoir les mortaises. Donc, chaque pièce de bois dans un meuble va avoir plus ou moins un flux qui va être différent, mais globalement, on va avoir du bois qui va rentrer. Alors, moi, par exemple, il rentre par la fenêtre. On va faire un tracé pour basculer après sur le débit. Une fois qu'on a fait le débit, on va stocker souvent sur la planche à roulettes, elle vient ici au milieu dans cet espace vide.
et je vais stocker mes différents bois avant qu'ils ne basculent sur la dégo à ce niveau-là, qu'ils reviennent sur l'établi, par exemple pour être tracés dans le cas d'un montant ou d'une traverse. Une fois qu'ils vont être tracés, ils vont partir à la mortaiseuse ou ils vont partir à la toupie. Vous commencez à comprendre que on a un certain flux qui s'organise. Dans un atelier amateur, lorsque l'on cherche à s'organiser, que l'on fait des recherches sur Internet, la plupart du temps, on va tomber sur ce flux linéaire dont je vous ai parlé au départ, parce que c'est celui qui est promu dans l'industrie et c'est là où il y a de la documentation. Même si parfois on utilise des machines de production industrielle, on ne peut pas avoir cette organisation. Alors ce que je vous propose, c'est de préparer, en fonction de votre atelier, un dessin de votre atelier. Je vous illustre ça avec la tablette, un dessin dans l'atelier et de voir un petit peu comment vont être les flux de production. Et vous allez observer que globalement, dans un atelier comme le mien ou dans un atelier amateur, on a un flux de production qui a un flux centralisé, un flux en étoile, un cœur névralgique de l'atelier et que vous allez aller, revenir, en fonction des différentes étapes de production. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Ce n'est pas parce qu'on a cette organisation étoilée que pour autant, le reste, on va le mettre en vrac. C'est complètement ridicule de devoir passer, d'avoir un cœur qui serait sur le côté et où il faudrait enjamber les machines pour passer d'une production à l'autre. Donc ça va quand même nous permettre d'organiser, de planifier l'implantation des différentes zones les unes par rapport aux autres. Je vous avais parlé de 3 approches, 3 clés pour essayer d'optimiser l'atelier. Il y en a un autre que j'ai découvert par l'intermédiaire de la vidéo, par l'intermédiaire des appareils photo qui, quelque part, n'ont pas un super processeur derrière qui permet de reconstruire l'image propre, c'est la lumière. En 2012-2013, quand je suis dans l'atelier, là vous voyez les images, j'ai 7 néons au total dans l'atelier. Le plafond, il est gris, le sol, il est gris, les murs sont gris. Il y a un magnifique placo vert. En termes de lumière, j'arrive à travailler, mais c'est juste épuisant. Je manque de lumière. Quand le soleil arrive, elle est trop directe. C'est pas diffus. Il y a des ombres qui sont très contrastées. C'est très fatigant. Et puis là, au fur et à mesure des années, avec la vidéo, avec cette sensibilité, avec l'envie de mettre de plus en plus de lumière, l'ambiance lumineuse s'est transformée. Le Projo ici, en plus d'être beau, il va me permettre, en étant très focalisé, de redonner du contraste. Mais à côté, vous voyez que j'ai mis des panneaux LED un peu partout. J'en avais qu'un seul avant, il était au niveau de la dégo. Vous l'aviez déjà bien repéré. Maintenant, j'en ai 10 au total dans l'atelier et ça donne une lumière diffuse qui est extrêmement agréable. J'approche ma main. Je ne vais pas créer une ombre lorsque je vais chercher à faire un petit travail minutieux. Et ça, ça a été développé par la vidéo. Excusez-moi le terme, mais c'est une énorme connerie. Ça aurait dû être développé pour le confort des yeux, pour la précision, pour tout ce qui va avec. Testez. Ici, on a des bons panneaux LED avec un bon indice de rendu de couleur. Ça veut dire qu'il globalement, il reproduit assez fidèlement la lumière du jour et ça devient extrêmement agréable, aussi bien à tourner que à utiliser quand on va vouloir faire un travail de finition. Typiquement, vous faites un ponçage ici, vous mettez l'huile et puis vous sortez faire la photo pour la partager sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises et voir apparaître les griffes. Pourtant, ça s'est vu et à de nombreuses reprises. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire autour de l'atelier. On se retrouve dans quelques mois, fin de l'année, sur le papier dans ce hors-série du Bouvet. Alors, je ne vous l'ai pas annoncé parce que ce n'est pas à moi de le dire, mais il y aura du très très beau monde à côté de moi sur les autres articles qui vont constituer ce hors-série. Donc, si vous n'êtes pas abonné au Bouvet, pensez à le faire. C'est une excellente revue. Moi, elle m'a construite. Et on se retrouve également sur YouTube. À ce propos, n'oubliez pas dans les commentaires de me signaler, de me remonter les techniques que vous avez envie que j'aborde, les petites choses qui vont me permettre de coller à votre quotidien. Vous savez, les commentaires que vous laissez sur YouTube, d'une part, c'est pour moi du feedback. Je sais ce que vous avez compris, je sais ce qui vous manque, je sais ce qui n'a pas été dans une vidéo, mais c'est également une énorme manière de m'aider
de mettre de la graisse dans les rouages de ce fichu algorithme, dans le sens où quand vous likez, quand vous commentez, eh ben, la vidéo elle va être plus facile à trouver pour quelqu'un qui va faire une recherche. La vidéo elle va être mieux référencée et elle va être plus vue et donc vous me rendez service. Donc je vous remercie par avance et je vous dis à très très vite.